Le bureau des complots. Allô, 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 allô. Une question sur les conspirations. On vous répond en toutes décontraction. C'est un complot, j'appelle le bureau. Peters et Jacobs, le bureau des complots. Bonjour Peters. Ah, Jacob, déjà en poste? Vous êtes toujours aussi matinal? Naturellement, mon cher collègue. Et vous, bien dormi? Pas vraiment, j'ai tourné et tourné dans mon lit toute la nuit en me posant une question existentielle. Je suis tout ouïe. À quel moment avez-vous accepté de commencer chaque matin en écoutant les messages de parfaits inconnus, livrant leurs préoccupations les plus singulières? Eh bien, à l'instant même où il m'a été proposé cette mission d'utilité publique, j'ai sauté sur l'occasion. Je n'ai pas hésité un instant, croyez-moi. Cette fameuse mission. Et oui, Peters, avec la propagation des fake news et des théories du complot qui gangrènent le débat public, il faut bien que quelqu'un s'y colle. C'est un honneur, ne trouvez-vous pas? Oui, bien sûr, mais je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait me travailler. Le soir, toutes ces histoires me tournent dans la tête et franchement, ça perturbe mon sommeil. C'est normal, Peters, il faut un temps d'adaptation. Le bureau des complots, ça remue un peu au début. Donc vous aussi, ça vous a fait ça au départ? Oui, les premières semaines, certaines histoires me restaient en tête, mais j'ai vite appris à faire la part des choses, voyez-vous. Avec le temps, ça devient plus simple. À force, quand vous entendrez parler d'une nouvelle théorie du complot, au lieu de la ressasser la nuit, eh bien, vous vous endormirez en pensant ce que vous allez en faire. Une belle enquête, une explication limpide, une mise en perspective brillante. Bon, si vous le dites. Allez, vous vous y ferez, il n'y a pas de raison. Et sur ce, voyons maintenant ce que le répondeur nous réserve aujourd'hui. Vous avez un nouveau message. Allô, c'est bien le bureau des complots? C'est Julien de Lezan-Hainaut. C'est près de Tournai. Voilà, je vous appelle à propos de l'adrénochrome. Vous connaissez ça? Une drogue qu'on fabrique avec du sang humain. Et j'ai entendu dire que les grands de ce monde en prennent pour rajeunir. Des stars, des personnalités politiques, des têtes couronnées qui sont prêtes à tout pour une cure de jouvence. Vous y croyez, vous? En plus, on dit qu'ils font souffrir des enfants pour ça. Et si c'est vrai, c'est un scandale. Allez, bonne journée. Eh bien voilà une journée placée sous le signe de l'hémoglobine, on dirait. L'adrénochrome. Une légende qu'on voit réapparaître régulièrement. Cette théorie du complot considère que l'adrénochrome est une drogue incroyablement précieuse issue du sang humain. Oui, celle-ci raconte que les grands de ce monde ont découvert une substance capable de défier le temps. On aurait presque affaire à des vampires. Pour se procurer de l'adrénochrome, les élites n'hésiteraient pas à prendre part au pire trafic. Imaginez qu'on raconte que le sang doit être prélevé sur des enfants vivants. Ainsi, des milliers d'enlèvements seraient organisés pour soutirer cette précieuse substance. Tous les fantasmes y passent, on parle de rituels sataniques, où se mêle donc le sang, mais aussi la souffrance d'enfants torturés. Waouh, Jacob, il va falloir garder notre sang-froid. Alors pour commencer, eh bien, on va définir ce qu'est l'adrénochrome. Bon sang, vous avez raison. Peters et Jacobs. Le bureau des complots. Alors Peters, cette substance mystérieuse, l'adrénochrome, elle existe ou pas réellement? Soyons clairs, oui, cette substance existe bel et bien. C'est un composé chimique organique. Donc provenant d'un organisme vivant. Oui, l'adrénochrome est une molécule proche de l'adrénaline, et c'est justement ça qui crée sa légende. Elle est associée à la peur. Oui, l'adrénaline, c'est l'hormone bien connue que l'on produit en situation de stress ou au cours d'une activité physique. Oui, c'est une hormone qui nous met la pêche et aiguise nos sens et notre organisme quand on a besoin d'être hyper efficace. Sous l'effet de l'adrénaline, le cœur s'accélère, les bronches se dilatent et puis également les pupilles. Comme quand je me fais courser par le chien de mon voisin. Dans une situation délicate, il vaut mieux conserver sa concentration pour ne pas tomber. Voilà, c'est ça. Et donc tentons de comprendre pourquoi les théories conspirationnistes s'intéressent à cette molécule. Tout d'abord, il faut savoir que l'adrénochrome est soupçonné, comme l'adrénaline dont elle est issue, d'avoir des implications sur le fonctionnement de notre organisme et plus précisément sur celui de notre cerveau. Cette substance était même considérée comme responsable de maladies mentales. Ce sont deux psychiatres qui vont élaborer la première théorie de l'adrénochrome en publiant les résultats de leurs travaux conjoints. J'ai leur nom ici. Ils se nomment respectivement Abraham Hoffer et Humphrey Osmond. L'un est canadien, l'autre britannique, et ils font partie de ces chercheurs qui, au début des années 50, ont concentré leurs travaux sur les psychotropes. Exactement, c'est la grande époque des découvertes de produits nouveaux qui agissent sur la perception et ils expérimentent, notamment en tête de gondole, le LSD. Osmond, le britannique, invente même le terme de substance psychédélique, qui est entré depuis d'ailleurs dans le langage courant.
Et donc ces deux hommes se retrouvent à travailler ensemble pour explorer les effets thérapeutiques des hallucinogènes, notamment pour soigner les maladies mentales. Hofer, le Canadien, expérimente le LSD dans le traitement de l'alcoolisme et Osmond, lui, entreprend de démontrer les similitudes entre les expériences hallucinogènes et les états psychotiques. Et c'est là, Jacobs, que tout bascule. Ce qui au départ n'était qu'un simple intérêt scientifique pour les psychotropes va se transformer en une hypothèse qui fera couler beaucoup d'encre, et pas mal d'adrénaline. En 1952, Hofer et Osmond formulent ce qu'ils appellent l'hypothèse adrénochrome. Et là, accrochez-vous bien, selon eux, l'adrénochrome serait une substance hallucinogène. Et ils avancent même qu'une trop forte concentration dans le cerveau de cette substance pourrait être responsable de troubles comme la schizophrénie. Leur raisonnement est simple, si l'adrénochrome provoque des troubles similaires à ceux observés chez certains schizophrènes, alors en réduisant son taux, on pourrait peut-être traiter cette maladie. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que pour que leur théorie tienne debout, il faut classer l'adrénochrome parmi les substances psychotropes, ce qui, à l'époque, n'a jamais été fait. Et c'est précisément ce classement qui va déclencher une guerre de blouse blanche. Hofer et Osmond avancent leur hypothèse, mais la communauté scientifique ne l'entend pas de cette oreille. On vérifie, on refait les expériences, on cherche des preuves, et ce qu'on trouve, c'est finalement pas grand-chose. Pas d'hallucination, pas d'effet comparable au LSD, juste quelques petites accélérations du cœur, des maux de tête, bref, rien qui puisse valider leur hypothèse. En clair, l'adrénochrome ne rentre pas dans le club très fermé des drogues. Officiellement, la science clôt le dossier. L'hypothèse adrénochrome aurait donc dû se terminer là. Oui, mais évidemment, ce genre d'idée, si elle n'excite plus les chercheurs, va stimuler les neurones des artistes. La conspiration en toute décontraction. Après les scientifiques, nous allons donc maintenant nous intéresser aux autres amateurs de ces psychotropes qui fuitent des laboratoires de l'époque. Ah, vous voulez dire, dans une ambiance plus récréative, on va troquer les blouses blanches pour les chemises à fleurs? Tout à fait, Jacobs. C'est ça, en quelque sorte. Car en parallèle des établissements psychiatriques qui ont expérimenté les drogues psychédéliques, il y a aussi toute une génération qui va tenter d'ouvrir sa conscience par des moyens artificiels. Et la première mention de l'adrénochrome dans la culture populaire, on la trouve en 1954. Donc finalement, presque aussitôt après la publication scientifique dont nous avons parlé. C'est l'écrivain Aldous Huxley qui en fait brièvement mention dans son essai The Doors of Perception, les portes de la perception. Il a pris de la mescaline et il raconte son trip. Oui, l'auteur du célèbre roman dystopique Le meilleur des mondes veut, en prenant ce puissant et redoutable psychotrope, expérimenter, comme beaucoup le font à cette époque, le psychédélisme. Voir s'il y a moyen d'ouvrir des portes, d'où le titre de l'essai, et donc même si ce n'est pas le produit qu'il s'administre, il fait une brève mention de l'adrénochrome dans cet écrit. Voilà le livre en question. Ah, vous l'avez, ouais. Oui, je lis le passage. On découvrit que l'adrénochrome, produit de décomposition de l'adrénaline, se produit probablement de façon spontanée dans le corps humain. En d'autres termes, chacun de nous est peut-être capable de fabriquer un produit chimique dont on sait que des doses minimes causent des modifications profondes de la conscience. Waouh, adrénochrome, une drogue, c'est fascinant. Mais précisons qu'il prend également bien soin de dire qu'il n'en a jamais consommé et qu'il ignore comment s'en procurer. Toujours est-il que cet essai va quand même faire date, ne serait-ce que parce qu'il a donné à Jim Morrison l'idée du nom de son groupe, les Doors. Mais aussi parce que nous arrivons maintenant à la période reine des expérimentations à tout va de prise de drogue. C'est la révolution culturelle américaine de la Beat Generation, le mouvement hippie. Et c'est dans cette contre-culture que notre aventure se poursuit. Et pour cela, je vous propose de nous pencher sur notre nouveau protagoniste, un journaliste amateur de tripes en tout genre, j'ai nommé Hunter Thompson. Le bureau des complots. Hunter Thompson, voilà un personnage romanesque, et qui finalement va concentrer dans son parcours toute la soif de liberté de cette époque. Alors son histoire commence, lui, dans le Kentucky, au sein d'une famille conservatrice typique du sud de l'Amérique à la fin des années 30. On dit du jeune Hunter qu'il dévore des classiques de la tragédie grecque, ou encore des essais philosophiques dès l'âge de 8 ans. Ça me rappelle tout à fait mon enfance.
En tout cas, Hunter sait manier les mots, c'est une plume efficace et après ses études, Hunter va vite écrire pour la rubrique sportive de journaux locaux. Activité qu'il va parvenir à conjuguer avec son penchant plus qu'immodéré pour la prise de drogue en tout genre combinée à l'alcool. C'est là que s'arrête le parallèle avec vous, Jacobs. Effectivement, à cette époque, il y a une grande curiosité pour toutes les nouvelles drogues et Thompson va expérimenter tout cela avec un appétit gargantuesque qu'il revendique. Le plus étonnant encore, c'est qu'il va se faire connaître en réalisant des reportages dont il est le héros, souvent sous l'emprise de différents produits. Et ça, c'est nouveau. Il prend position, il laisse tomber l'objectivité habituelle des reporters dans des récits à la première personne. Hunter Thompson invente un nouveau genre à la frontière entre littérature et journalisme, le gonzo. Une anecdote parlante, le reportage qu'il réalise en 1970 pour couvrir le Kentucky Derby, la course de chevaux la plus célèbre aux États-Unis. Thompson, au lieu de se rendre sur le champ de course, fait la bringue pendant tout le week-end en coulisses. Il n'assiste pas du tout à la compétition et à son retour, il décide de ne raconter que sa beuverie. L'article intitulé « Le derby du Kentucky est décadent et dépravé » surprend tout le monde. Hunter Thompson imprime définitivement son style. Faut dire qu'il écrit bien aussi. Il est sans complexe, ça plaît. Thompson va ensuite travailler pour les plus grands médias de son époque, le magazine Time ou le New York Herald Tribune. Pour le magazine Rolling Stone aussi, qu'il envoie suivre tout un tas d'événements dans le pays. Et donc en 1971, il signe un reportage halluciné qui va propulser le mythe de l'adrénochrome. Vous en avez certainement entendu parler, c'est le fameux Las Vegas Parano. Écrit dans le plus pur style Gonzo qu'il a inventé, l'histoire suit un certain Raoul Duke et son avocat, le docteur Gonzo. Ils se rendent à Las Vegas pour faire un reportage sur une course automobile, à moins que ce ne soit un congrès consacré à la dangerosité des drogues. Oui, parce que dans ce qu'écrit Thompson, la frontière entre réalité et fiction explose. Tout est distordu, frénétique. Comme à son habitude, son reportage dérape dans un délire psychédélique, même si le lecteur peut y voir une critique acide du rêve américain. Le magazine Rolling Stone va tout de même publier ce reportage sous la forme d'un feuilleton. Puis ces textes vont être réunis et édités dans un livre en 1972. Et puis bien sûr, le livre sera adapté au cinéma en 1998. Vous l'avez certainement déjà vu, ce film, réalisé par le fantasque Terry Gilliam. Johnny Depp y interprète le rôle d'Hunter Thompson et Benicio del Toro joue son ami avocat. Au final, ce sont des millions de personnes qui ont vu ou lu Las Vegas Parano, et ainsi certains vont se persuader que l'adrénochrome est vraiment une drogue puissante. Car dans le film, Johnny Depp prend en effet une drogue appelée adrénochrome. Il plonge aussitôt dans un trip halluciné. Il raconte l'avoir obtenu auprès d'un dealer sataniste qui s'en prend à des enfants. Et il précise que cette substance, pour être efficace, doit être prélevée sur les glandes surrénales d'une personne encore en vie et non d'un cadavre. Quel génie créatif! Bon, parce que ça, ce n'est pas dans le livre. Le réalisateur Terry Gilliam a précisé avoir inventé cette scène pour le film. Nous voyons donc sous nos yeux se développer la théorie de l'adrénochrome. Nous sommes partis de recherches médicales sur une substance qui s'est révélée infructueuse. Elle a inspiré des auteurs de romans, adeptes de psychédélisme, et qu'elle se trouve dans un film populaire transformé en obscure drogue sataniste. Les pièces d'un puzzle complotiste s'assemblent peu à peu. Il ne nous manque, mon cher Peters, que la soif d'immortalité d'une élite, la fascination ancestrale qu'exerce le sang depuis l'époque médiévale, et alors, le tableau sera parfait. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Après-guerre, l'adrénochrome est sorti des laboratoires pour entrer dans les romans. L'adrénochrome y est présenté comme une drogue hors du commun que l'on prélève sur des humains. Mais nous allons le voir maintenant, la théorie du complot qui s'est répandue sur cette substance va encore plus loin. Pour cela, intéressons-nous aux vertus du sang auxquelles elle est associée. Car dans cette histoire d'adrénochrome, on raconte que la consommation de sang d'enfant permettrait un spectaculaire rajeunissement des cellules. Alors, d'où ça vient cette idée saugrenue, mon cher Jacobs? Eh bien, on navigue ici dans des eaux troubles, mais on peut commencer par évoquer des mythes chrétiens antisémites, nés au XIe siècle, qui accusent les Juifs de sacrifier des enfants, chrétiens naturellement, dans leur culte pour en boire leur sang. Cette
Cette idée s'est propagée dans la culture médiévale, toujours chrétienne, qui chassait les impies en les accusant des pires rituels dédiés à Satan. Sexe sur l'autel, sacrifice d'enfants ou encore dégustation de sang frais. Si vous voulez mon avis, c'est un peu l'un des piliers de la religion chrétienne, l'Eucharistie, qui est retourné et ainsi vu à travers un miroir malfaisant. Oui, une manière de recréer la scène où Jésus, avec ses apôtres, partage symboliquement le sang et le corps du Christ. À la fin du Moyen-Âge, en tout cas, le sang fascine. C'est un fluide vital auquel on associe des pouvoirs mystérieux, voire magiques. Par exemple, Léonard de Vinci passe voir les bourreaux pour leur acheter des petits flacons de sang frais prélevés sur les cadavres des condamnés à mort. Incroyable. Que faisait-il de ce sang? Eh bien, on ne le sait pas. Au XVIe siècle, la comtesse hongroise Elisabeth Báthory, surnommée la comtesse sanglante, elle attire des jeunes filles sous prétexte de les employer dans son château. Mais une fois les portes refermées, le piège se met en place. Et pour ces jeunes filles commence alors un supplice de plusieurs heures. Car une fois au château, les jeunes filles subissent des sévices d'une cruauté absolue. Elles sont battues, fouettées à mort, torturées au moyen de tenailles, d'aiguilles et de fer rouge, pour ensuite être enterrées dans le parc ou dans les catacombes du château. Un calvaire dont l'unique finalité pour la comtesse est de s'enduire de leur sang, persuadée d'y puiser une jeunesse éternelle. Selon la légende, Elisabeth Báthory commet ses horreurs sur les conseils d'une sorcière de la région qu'elle a installée dans une dépendance du château. En tout cas, tout cela vaudra à la comtesse Báthory d'être arrêtée et emprisonnée à vie. Cette croyance en la régénération par le sang ne s'arrête pas à la seule légende de Báthory. À cette époque, l'Europe centrale est secouée par des vagues d'hystérie vampirique, alimentées par des récits de morts qui reviendraient hanter les vivants pour se repaître de leur vitalité. Dans ces traditions populaires, le sang est bien plus qu'un simple fluide vital. Il est une essence de force, de jeunesse et d'immortalité. Et cette obsession du sang comme vecteur de puissance traverse les époques, jusqu'à façonner la figure du vampire moderne, ce prédateur qui puise, lui, sa force et sa longévité dans le sang de ses victimes. Voilà le mythe du sang régénérateur solidement ancré dans notre imaginaire collectif. Mon cher Peters, et si nous allions voir maintenant du côté de la science? Car là aussi, il y a quelques médecins qui ont, malgré eux, alimenté cette théorie. Le bureau des complots. Les premières tentatives de transfusion sanguine remontent à la France du XVIIe siècle. À l'époque, on cherche à sauver des mourants, mais 2 siècles plus tard, la médecine explore de nouvelles pistes, les transfusions de confort. En d'autres termes, comment booster l'état de santé de quelqu'un qui va bien. Et ça commence en Russie. Il y a un siècle, avec un personnage fascinant nommé Alexandre Alexandrovitch Bogdanov, de son vrai nom Alexandre Malinovski. Il est né dans une famille de fonctionnaires biélorusses dans le dernier quart du 19e siècle. À 18 ans, il gagne Moscou pour y suivre des études de médecine. Nous sommes là en 1891. Mais Alexandre a une autre passion. C'est un amateur de science-fiction. C'est ça, il écrit d'ailleurs un roman qui sera édité en 1908, un livre qui s'appelle L'Étoile rouge, un succès tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, dans lequel des martiens expérimentent le socialisme. Bon, c'est d'époque. Car oui, Bogdanov se passionne aussi pour la politique, et pour ce qui nous intéresse, il imagine que ces extraterrestres ont compris qu'il était possible de rajeunir grâce à des transfusions sanguines, justement. Imaginatif donc ce Bogdanov, mais aussi pragmatique. Car en plus, ce jeune homme, à peu près au même moment, obtient son diplôme de médecine. Et la transfusion sanguine, vous l'imaginez, ça le fascine, et ça tourne même à l'obsession. Durant la Première Guerre mondiale, il exerce dans les hôpitaux militaires et pratique des transfusions sur ses patients mourants. Mais la paix revenue, il se persuade de plus en plus que l'échange de sang possède finalement toutes les vertus, et notamment celle de permettre de rajeunir. Sans relâche, Bogdanov explore alors ses intuitions sur les transfusions sanguines. Il se soumet lui-même à intervalles réguliers à ses protocoles de recherche, recevant un grand nombre de transfusions dont il remarque les effets positifs sur son organisme, par exemple l'amélioration de sa vue, le ralentissement de sa calvitie. Il se murmure par exemple qu'après ces transfusions, Bogdanov paraît rajeuni d'10 d'années.
Il reçoit même le soutien des autorités et il lance en 1925 un institut spécialisé dans la transfusion sanguine. Durant 2 ans, ce sont des centaines de transfusions qui sont réalisées à l'Institut. Et Bogdanov, tellement convaincu du bien fondé de ses recherches, fait lui-même le cobaye. Bien mal lui en a pris, en mars 1928, à 55 ans, Bogdanov tente l'échange de son sang avec celui d'un étudiant atteint de la malaria et d'une forme bénigne de tuberculose. C'est la transfusion de trop. 15 jours plus tard, après une longue agonie qu'il décrit scrupuleusement dans son cahier, Bogdanov décède. Mais ses recherches auront fait sensation et l'idée est née. Le sang d'un donneur en bonne santé est source de vitalité. Après cette étonnante épopée sanglante de Bogdanov, les recherches sur le pouvoir du sang frais sur l'organisme vont s'accumuler. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, faisons un grand bond dans le temps pour nous pencher sur ce 21e siècle où quelques études sur la transfusion ont montré notamment un rajeunissement du cerveau. Citons rapidement une expérience assez cocasse qui a été réalisée par un chercheur suisse nommé Tony Wiscoré de l'université Stanford aux États-Unis. En 2014, ce neuroscientifique mène une expérience troublante. Il prend 2 souris, l'une jeune et l'autre âgée, et les relie chirurgicalement afin de fusionner leur circulation sanguine, les transformant ainsi en de véritables souris siamoises. Et cela tout en les laissant vivantes. Et les résultats sont spectaculaires. La vieille souris rajeunit et la jeune vieillit prématurément. Et cela est visible surtout au niveau des cellules de leur cerveau. Les neurones que l'on pensait seulement capables de mourir tout au long de l'existence se sont régénérés chez la vieille souris. Et puis, autre résultat de l'étude, Wiscoré démontre qu'une simple transfusion de plasma permet aux vieilles souris d'apprendre plus vite, toujours grâce au sang venant des plus jeunes. C'est ce que notre bolchevique de Bogdanov avait pressenti. Serait-on sur le chemin de l'immortalité ? En tout cas, même si finalement les scientifiques ne savent pas très bien quelles substances présentes dans le sang ou le plasma permettent ces effets, cela stimule l'esprit de quelques-uns. Et le porte-monnaie, car c'est tout un business du sang qui se met en place. Et pour cela, mon cher Peters, je vous propose de nous rendre en Californie. Le bureau des complots. Berceau de l'industrie technologique et temple de l'innovation, la Silicon Valley est l'un des endroits du monde où on cherche à inventer le futur avec le plus d'entrain et surtout de moyens. Et si le futur, c'est de vivre éternellement, cette idée séduisante a sûrement un prix. Nous sommes en Amérique, après tout. À la suite des découvertes sur les vertus du sang jeune dont on vient de parler, on a peu à peu commencé à entendre des milliardaires avouer se faire transfuser du sang d'ado pour repousser le vieillissement. Citons pour exemple, très parlant, le cas de Peter Thiel, pur produit de la Silicon Valley. Lui, il est né en 67 et il a d'abord été un compagnon de route d'Elon Musk avec qui il a fondé l'entreprise de paiement sécurisé en ligne PayPal. Peter Thiel est une personnalité controversée, soutien de Donald Trump de la première heure, investisseur star, transhumaniste convaincu, c'est quelqu'un qui promet tout simplement de tuer la mort. Plus précisément, dès 2006, Peter Thiel manifeste son intérêt pour la recherche contre le vieillissement humain. Il donne ainsi 3,5 millions de dollars à la fondation Mathusalem, la bien nommée, qui promet d'atteindre 120 ans d'espérance de vie. Et il va plus loin. En 2016, le milliardaire fait sensation en évoquant sa volonté de permettre de vivre des centaines d'années, quitte à pratiquer sur lui-même des transfusions de plasma de jeunes adolescents. Et il s'y met complètement via la compagnie Ambrosia dont il est investisseur, qui propose à ses clients de se faire injecter du plasma, avec l'objectif affiché de rajeunir. Mais il faut quand même avoir un compte bancaire assez garni, parce que la poche de plasma, elle est facturée quand même 8000 $ le litre. Et quand même, un business du sang est né, mais c'est sans réelle garantie scientifique. Oui, en février 2019, la FDA, l'autorité de santé publique américaine, a même rappelé les effets secondaires potentiellement nocifs de ces pratiques. Mais bon, cela n'empêche pas ce commerce de fleurir et de fasciner. On passera sur l'expérience de Kim Kardashian qui s'est fait injecter du sang de jeune fille dans le visage. Les images ont évidemment fait le tour d'Internet, car il y a le Benjamin Button de la
Silicon Valley. Une référence bien sûr au célèbre film hollywoodien avec Brad Pitt dans le personnage rajeuni de vieillard à nourrisson. De son vrai nom, il s'agit de Brian Johnson, ce millionnaire américain de 45 ans qui attire l'attention de tous les médias car il dépense une fortune pour défier le temps. Au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il s'est lancé dans un programme ultra méticuleux où tout est surveillé, son régime alimentaire, son sommeil et son exercice physique. Ce programme est baptisé Projet Blueprint et son but, inverser le processus du vieillissement de chacun de ses organes. C'est un vrai projet global. Il y a 30 médecins autour de lui pour mener à bien le protocole millimétré qu'il s'impose. Laser, ultrasons, IRM, électrocardiogramme. Chaque mois, ce sont des dizaines de tests que le millionnaire subit volontairement. Et selon son équipe médicale, le processus fonctionne, puisque les tests ont révélé que son âge biologique global, disent-ils, avait baissé d'au moins 5 ans. Aujourd'hui, il aurait le cœur d'un homme de 37 ans, la peau d'un homme de 28 et les poumons et la forme physique d'un homme de 18 ans. Et il ne vieillirait que de 8 mois chaque année. Et évidemment, il y a aussi du sang dans son programme. Mais pas n'importe lequel. Il a choisi celui de son fils, âgé lui de 19 ans. Et pour tester la méthode jusqu'au bout, il a également fait le choix de donner son propre sang à son père, qui est lui âgé de 79 ans. Une cure de jouvence qui ne présente pas à ce jour de bénéfices cliniques prouvés. En tout cas, ces exemples montrent qu'une élite fortunée dispose des moyens nécessaires pour tenter d'améliorer leurs conditions physiques grâce au sang humain. Et maintenant que nous avons vu que le sang véhicule encore pas mal de mythes ancestraux, qu'il attire les élites fortunées de la tech à la recherche de l'élixir de jouvence, si nous allions voir du côté des conspirationnistes à proprement parler. Au bureau des complots, on est là pour ça. Et c'est vrai que l'adrénochrome est associé aux délires complotistes les plus fous. Entre trafic d'enfants et rituels sanguinaires, les puissants de ce monde vont être suspectés des pires atrocités pour assouvir leur soif de pouvoir et d'immortalité. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Mon cher Jacobs, nous commençons à bien cerner cette affaire maintenant. Il semble que tous les éléments se sont mis en place au fil du temps pour que la théorie du complot sur l'adrénochrome puisse germer sur une base solide, vous ne croyez pas ? Assurément, le mythe ancestral des sacrifices occultes, la croyance en un sang aux vertus régénératrices, l'idée que les élites auraient accès à une mystérieuse substance aux effets puissants, autant d'éléments qui, sur la toile, alimentent un imaginaire troublant. C'est vrai que sur Internet, on ne sait plus où donner de la tête. Ça pullule d'histoires, toutes plus extravagantes les unes que les autres. On navigue entre rituels occultes, élites sanguinaires et sociétés secrètes. Mais pour poser les bases, commençons, si vous le voulez bien, par un grand classique du complotisme moderne, le fameux Pizzagate. Le Pizzagate, voilà une affaire qui a secoué l'Amérique en 2016. Une théorie du complot complètement délirante qui prétendait qu'une pizzeria de Washington DC nommée le Comet Ping Pong servait de couverture à un réseau pédocriminel impliquant des figures politiques de premier plan. Et tout ça, ça démarre avec une fuite d'emails orchestrée par Wikileaks, le site de divulgation de documents classifiés. Ces courriels révélés provenaient de John Podesta, à l'époque directeur de campagne d'Hillary Clinton. Et là, certains internautes sur des forums comme 4chan ou Reddit se sont mis à décrypter ces messages avec une obsession quasi paranoïaque. Oui, ils ont commencé à avoir des codes secrets partout. Ils disaient que pizza voulait dire petite fille, ou que cheese pizza signifiait child pornography à cause des initiales CP. Bref, autant de références cachées à un trafic d'enfants. Et c'est là que ça dérape. Parce que l'idée qu'une élite organiserait des rituels sordides pour prélever du sang sur des enfants dans l'arrière-salle d'une pizzeria, elle enflamme les esprits. Et très vite, des internautes ultra motivés partagent des théories qui deviennent de plus en plus folles. Oui, on pourrait presque en rire si cette histoire n'avait pas pris une ampleur démesurée sur les réseaux sociaux, gonflée par des vagues de fausses nouvelles et des interprétations délirantes. Le problème, c'est qu'un homme y a cru dur comme fer, tellement qu'en décembre 2016, il débarque armé à la pizzeria, persuadé qu'il allait sauver des enfants séquestrés dans une cave. Heureusement, il ne blesse personne, mais la situation aurait pu très mal tourner.
Les enquêtes sont formelles, il n'y a rien, aucune victime, la pizzeria n'a même pas de cave. Mais cette affaire illustre parfaitement comment une rumeur en ligne peut avoir des conséquences bien réelles. Parce qu'au-delà du coup de feu évité de justesse, ce genre d'histoire alimente un imaginaire où les élites seraient capables de tout. Et puis, le Covid est arrivé. Et là, la théorie a muté, comme un bon virus du complotisme. Nouvelle crise, nouvelle peur, nouvelle rumeur, et hop, on recycle l'adrénochrome. Cette fois, l'histoire va encore plus loin. Plusieurs membres de l'élite, comme Bill Gates, Tom Hanks, Céline Dion, pour ne citer que, auraient contracté le Covid-19 en consommant de l'adrénochrome, extrait d'une personne infectée par le virus. Alors l'adrénochrome, rappelez-vous, étant dans cette théorie une substance que l'on prélève sur des humains vivants. Une rumeur qui a alimenté l'idée d'un châtiment quasi divin frappant une élite coupable des pires excès. Et tant qu'à faire, ces célébrités ne se seraient pas juste contaminées, elles seraient carrément responsables de la pandémie. Ben tiens, parce que dans ces théories, on ne se contente jamais d'un simple scandale caché. Il faut un plan machiavélique global. Selon cette version, la pandémie aurait été orchestrée par ces mêmes personnalités pour contrôler les populations. Mais dites-moi, cette histoire, c'est un peu la base des récits contre les élites perverses dont raffole le mystérieux groupe QAnon aux États-Unis, Peters. Oui, vous avez raison, il faut peut-être dire un mot rapide sur eux, ou elle, ou bien encore lui. Enfin bon, parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments sur l'identité de ce Q anonyme et agitateur du web. Ce que l'on sait en tout cas, en octobre 2017, un mystérieux internaute caché derrière la lettre Q commence à poster un message crypté sur la toile. Selon lui, le monde, et plus particulièrement les États-Unis, serait aux mains d'une organisation secrète dirigée par des hommes d'affaires et des dirigeants politiques, pédophiles, cannibales, appartenant au camp des démocrates. Et cette élite serait prête à tout pour garder le pouvoir, la seule personne ayant l'aptitude à la combattre étant Donald Trump. Et derrière cette lettre Q, une véritable armée d'anonymes s'active alors. Des centaines de milliers de fidèles qui partagent, commandent, transforment la moindre rumeur en vérité absolue. Des photos, des montages, des interprétations bancales, tout ça donne corps à l'histoire, comme si l'accumulation de preuves floues pouvait suffire à la rendre crédible. Et forcément, pendant la pandémie, QAnon s'engouffre dans la brèche. Selon leurs adeptes, les élites privées de leurs précieuses substances en raison du chaos mondial seraient en manque de sang frais. Et c'est le retour de l'adrénochrome. Des stars comme Madonna, Tom Hanks auraient à cause de la pandémie subi un sevrage forcé. C'est vrai qu'il y a 5 ans, le monde était à l'arrêt, une grande pause dans les échanges mondiaux. Alors, pas facile de se faire livrer quoi que ce soit, y compris cette précieuse substance. Et pour appuyer cette théorie, rien de plus simple. Il suffit de publier des photos de célébrités affaiblies, vieillies, et de décréter que leur mine fatiguée est le signe évident d'un syndrome de sevrage. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'au-delà du simple manque d'adrénochrome, cette théorie du complot plonge encore plus profond dans l'horreur. On ne parle plus seulement d'élites privées de leur drogue, mais carrément de réseaux satanistes, cannibales et pédophiles qui sacrifient des enfants par milliers dans l'ombre. Au point qu'à un moment donné, l'un des liens les plus partagés sur Facebook était un post de blog affirmant, ni plus ni moins, que 100 000 enfants et cadavres avaient été découverts dans un tunnel secret reliant le port de New York à la fondation Clinton. Ce texte délirant avance que ce réseau pédophile esclavagiste a été démantelé par une division spéciale du Pentagone. Les enfants vivants retrouvés étaient affamés et traumatisés, victimes de sévices sexuels. 100 000 enfants. C'est quand même fascinant ce qu'un cerveau en mal de clics sur le web peut imaginer. Et profiter de la panique générale au moment du Covid. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a là-dedans surtout cette affirmation. Le sang de ces enfants servait à produire de l'adrénochrome pour une élite mondiale sataniste. Alors, j'ai envie que nous évoquions le cas du français Gérard Fauré, si vous le permettez, Jacobs. C'est une transition toute trouvée au point que j'allais vous le proposer. Gérard Fauré, qui est surnommé, et se surnomme d'ailleurs lui-même, le dealer du tout Paris, il a déjà sorti plusieurs livres pour raconter ses exploits de deal de cocaïne avec les stars, et visiblement, il a des infos sur l'adrénochrome.
Sacré personnage, ce Gérard Fauré. Né au Maroc, à Fès, en 1946, il est fils de médecin qui travaille pour Médecins du Monde et, d'après ses dires, proche de Mohamed V. Ce seraient d'ailleurs les relations de son père et ses laissez-passer qui lui auraient permis de commencer à faire de la contrebande. Oui, faire passer des cigarettes et du whisky au nez et à la barbe des gardes-frontières entre Gibraltar et le Maroc. Et puis peu à peu, Gérard Fauré passe à la vitesse supérieure pour, dit-il, faire une carrière de trafiquant de cocaïne à l'échelle internationale. Il confie aussi avoir été braqueur de banque et tueur à gages pour 4 à 5 contrats. En tout cas, il est condamné en 2001 pour possession de drogue à 1 an de prison ferme. Et Gérard Fauré se reconvertit en 2016 en écrivain. Et là, il a la plume bien lourde, il n'hésite pas à balancer à tout va. Oui, alors son premier livre se nomme Fatale confiance, royaume du Maroc, la vérité sur la mort de Mohamed V. Il y raconte que le roi a été en fait assassiné en 1961, alors que selon la thèse officielle, il est mort accidentellement au cours d'une opération chirurgicale. Et en 2018, il raconte son expérience dans la cocaïne. Dealer du tout Paris, le fournisseur des stars parle. Livre sensation, il est reçu sur tous les plateaux de télé et de radio, car comme on dit dans le métier, c'est un bon client, son livre se vend bien. Et du coup, 2 autres bouquins sur le même thème s'enchaînent, intitulés Le Prince de la Coque, dealer du tout Paris, la suite, en 2020, et puis un troisième, donc, L'éducation d'un voyou, dealer du tout Paris, les débuts cette fois-ci, en 2021. Gérard Fauré, dans ses interviews, n'y va pas avec le dos de la cuillère, vous l'avez compris. Juste 2 exemples d'affirmation, je cite, 85% des francs-maçons sont satanistes. Ou alors, le président français Jacques Chirac était un gros consommateur de poudre. Vous le comprenez, Fauré n'hésite jamais à balancer des noms. Et petit à petit, il va donc propager une rumeur selon laquelle de nombreuses personnalités de la jet-set, du showbiz, plusieurs hauts magistrats et figures politiques françaises sont des pédophiles et des drogués. En même temps, il semble tellement bien placé pour le savoir que parfois on a envie de le croire. Alors quand il dit que, je cite, « l'adrénochrome, c'est une drogue puissante faite avec du sang d'enfant qu'on prend sur des gosses de 3 ans », eh bien, le public s'interroge. Surtout qu'il donne encore des noms, sans complexe, il nomme Céline Dion, décidément, ou le président Emmanuel Macron. Et il se dit très au fait du trafic d'enfants, évoquant un réseau roumain. Tout ça sans apporter de preuves, naturellement. En somme, avec Gérard Fauré sur les plateaux de télé à des heures de grande écoute, l'adrénochrome et les enfants sacrifiés par les élites pédophiles et satanistes ont fait leur apparition dans la culture populaire. Alors est-ce l'aboutissement d'un long chemin ou le début d'une nouvelle ère complotiste ? Comme toujours, c'est un peu des deux. Rien ne se crée, tout se transforme. La théorie du complot de l'adrénochrome est un révélateur de notre époque. En tout cas, nous avons réuni assez d'éléments pour conclure. Ça tourne pas rond. T'as vu ces conspirations ? Alors mon cher Peters, à qui profite le crime de l'adrénochrome ? Eh bien, à ceux qui cherchent à diaboliser un groupe ou une personnalité publique en les associant aux pires horreurs imaginables. Mais finalement, d'où vient cette obsession pour l'adrénochrome et le fantasme du pédosatanisme des élites ? Et surtout, que dit-elle de notre époque ? Eh bien, en réalité, ce n'est qu'une réécriture moderne d'un mythe ancien. Depuis des siècles, l'idée qu'une élite secrète puise sa force dans le sang des innocents traverse l'histoire. Au Moyen-Âge, déjà, l'Europe était hantée par ces accusations de rituels sanglants. Et aujourd'hui, si la mécanique est la même, le canal a changé. C'est la désinformation médicale et les réseaux sociaux qui font office de tribunal, transformant rumeurs et fantasmes en vérité alternative. Alors pour répondre à Hervé qui nous avait laissé un message sur le répondeur et qui se demandait si l'adrénochrome existait réellement et si les stars, les personnalités politiques, les têtes couronnées étaient prêtes à tout pour avoir leur dose d'adrénochrome, eh bien il y a du oui et il y a du non. Alors tout d'abord, oui, l'adrénochrome est une substance qui existe. Et oui, certaines personnes fortunées expérimentent des transfusions de sang ou de plasma de jeunes donneurs pour tenter de régénérer leurs cellules. Mais attention, tout ça, ça reste de la médecine expérimentale et cela n'a rien à voir avec le complot de l'adrénochrome, car il n'y a aucune conspiration diabolique. Et non, cette substance n'est pas psychotrope et aucune preuve n'atteste l'existence d'un vaste réseau d'enlèvement d'enfants orchestré par une élite occulte. En tout cas, cette théorie montre bien que dès qu'il est question de sang et de pouvoir, l'imaginaire collectif s'emballe.
Et si cette théorie se propage comme une traînée de poudre, c'est parce qu'elle touche, oui, à ce que nous avons de plus précieux, de plus fragile, nos enfants. Jouer sur cette peur, c'est appuyer là où ça fait mal, et c'est précisément ce qui rend ces récits si puissants. Et dangereux, car quand il s'agit des enfants, il est facile de perdre tout sens de la mesure. Tout à fait, mon cher Peters. Alors, la fois dernière, vous m'avez gratifié d'une maxime pour conclure notre travail. Est-ce que cette théorie de l'adrénochrome vous en inspirait une autre? Oh, bien évidemment, voyons. Au bureau des complots, les théories coulent à flot, mais nous, on garde notre sang-froid. Je crois que vous avez un talent particulier dans cet exercice. Et je me réjouis d'avance de vous retrouver au plus vite pour explorer un nouveau complot, mon cher Peters. Ah, il est certain que nous avons encore de belles conspirations et de savoureuses heures à vivre avec les complotistes. Et vous qui nous écoutez, n'oubliez pas, ne croyez pas à tout ce que vous entendez. Et faites plutôt appel au bureau des complots. Ça, c'est vraiment le bureau des complots. Peters et Jacobs. À votre service.